Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, recruter des talents dans l'e-commerce, mission impossible. Ces dernières années, le recrutement dans le secteur du e-commerce connaît une forte croissance. Marché en plein essor, les métiers du digital ne cessent de se diversifier et d'attirer toujours plus de nouveaux talents. Malgré cet engouement pour le secteur, le recrutement de profils qualifiés reste un défi majeur pour les entreprises e-commerce. Afin de mieux comprendre les problématiques liées au recrutement dans le secteur du e-commerce, nous demanderons à nos invités qu'est-ce qu'un bon recrutement dans le domaine de l'e-commerce ? Quelles sont les missions pour lesquelles les entreprises e-commerce ont le plus de mal à recruter ? À l'avenir, comment optimiser le processus de recrutement des talents dans l'e-commerce ? Pour en discuter, Clémence Lefébure de Nature Opéra, Wassila Moussaoui, consultante, Isabelle Rouen de Colibri Talent. Bonjour Wassila. Bonjour. Bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Michel. Heureux de vous retrouver Wassila et Isabelle et heureux de faire ta connaissance Clémence pour parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important, j'allais dire pour l'ensemble de l'écosystème de l'e-commerce, puisqu'on va parler recrutement et on va se demander si recruter des talents dans l'e-commerce c'est mission 1 entre parenthèses, possible, point d'interrogation. Et justement, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Wassila, cette question, le fait que recruter des talents dans l'e-commerce, ce soit mission potentiellement impossible, on va dire? C'est une mission qui peut être inconfortable, parce qu'on sait aujourd'hui, notamment avec l'explosion de l'e-commerce, que la demande, en tout cas côté e-commerçant, est plus forte que l'offre qu'on a des candidats. Donc elle peut être inconfortable et un Tom Cruise ne serait pas de refus. Bon, je ne vais pas... Enfin, on va essayer de jouer... Je ne sais pas si je serais Tom Cruise. Enfin, bref. On a compris. Mais effectivement, ça peut être une mission compliquée, chronophage et qui peut être frustrante. On en parlera peut-être davantage par la suite, mais je dirais inconfortable. Merci, Wassila. Donc, est-ce que tu es d'accord, Clémence, sur cette notion d'inconfort, sur le fait de trouver les bons talents dans le domaine de l'e-commerce ? Je partage cette vision, la vision de Wassila, parce que je trouve qu'en tout cas, il faut du talent pour recruter des talents dans l'e-commerce. Il en faut plus qu'avant, en tout cas. Enfin, je perçois le changement de contexte qui fait qu'en tout cas, sur certains postes, je trouve que c'est beaucoup plus difficile qu'avant et qu'on se doit d'être plus efficace, aussi plus rapide. Donc oui, ça me parle, d'autant plus que moi, je suis en plein recrutement de 3 profils en e-commerce, donc des profils différents et en fonction des typologies de profils. C'est vrai que je sens que l'offre est bien plus importante que la demande. Donc c'est possible, mais il faut ruser, il faut être efficace, plus efficace qu'avant. Merci Clémence. Alors Isabelle, on vient de voir qu'il y a un inconfort, comme nous l'a dit Wassila. Il faut du talent pour recruter des talents, comme nous l'a dit à l'instant Clémence, et faire preuve d'imagination presque. De ton point de vue, qu'est-ce que tu peux observer justement autour de cette question, cette mission quasi impossible en ce qui concerne le recrutement de talents dans l'e-commerce? J'observe effectivement que le marché est en très grande tension, comme peuvent le dire Wassila et Clémence, et comme elles peuvent le vivre au quotidien. Concrètement, aujourd'hui, le marché de l'e-commerce, d'après la FEVAD, il pèse 112 milliards en France. Il a eu une croissance de 37% en 2020. C'est absolument colossal du fait du Covid. Donc, mécaniquement, effectivement, il y a besoin de plus de talents et de plus de profils. Moi, je ferai un distinguo entre les différents types de profils. On a soit des profils très techniques, comme les web développeurs, les traffic managers qui sont en tension. Et après, on a des profils plus anglais, chef de projet et métier, où là aussi on va avoir une tension, mais qui est peut-être un petit peu moindre. Moi, ce que je vois, c'est que c'est surtout sur les développeurs que c'est extrêmement compliqué, mais effectivement, il y a besoin d'être très agile, il y a besoin d'avoir des process qui soient courts, parce que comme il y a beaucoup plus d'offres que de candidats, on peut avoir une évaporation importante au cours des process. Alors,
Merci Isabelle, tu viens d'évoquer le fait qu'il faut que les process soient courts, d'où cette seconde question, mais qui peut être pris de différentes manières, cette question. C'est quoi un bon recrutement dans le domaine de l'e-commerce ? J'allais dire à la fois dans le processus que, j'allais dire, dans la typologie de candidats que l'on pourrait rencontrer, de ton point de vue, Wassila. Un bon recrutement, c'est d'abord aller, je pense, chercher les candidats là où ils sont. Aujourd'hui, on a des candidats dits actifs, donc ce sont ceux qui sont vraiment à la recherche d'un emploi et qui passent par les canaux classiques, les plateformes qu'on connaît. Et puis, il y a aussi les candidats dits passifs. Ce sont des potentiels qui sont là, qui sont en attente, qui ne sont pas forcément dans une démarche de recherche d'emploi, mais qu'on peut aller chercher. Et en fait, j'ai assisté, hier, il y avait le Hub Day qui était très intéressant. Il y avait plusieurs interventions, notamment d'une start-up, dont l'activité est allée justement, c'est d'aller chercher... Donc c'était au mois de juin, puisque nous sommes au mois de septembre. Oui, bien sûr. Qui proposait justement une solution pour aller un peu cibler ces personnes-là. Je trouve que c'est très ingénieux parce que ça va peut-être potentiellement ramener des talents auxquels on n'aurait pas pensé. Maintenant, sur un bon recrutement, ça passe aussi effectivement par le process, c'est ce que tu disais. Et moi, je me suis posé la question lors d'une recherche, je recherchais il y a maintenant 2 ans une community manager. Et en fait, j'avais en face de moi des candidats. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai foiré ? Parce que j'avais des candidats qui ne correspondaient pas du tout au profil. Un community manager est censé gérer des réseaux sociaux et des communautés. Et à la question de que pensez-vous de nos réseaux sociaux ? J'ai pas eu le temps de regarder. Donc j'étais en PLS dans ma tête à ce moment-là. Et je me disais, mais en fait, est-ce que l'annonce, elle n'était pas claire ? Est-ce que finalement les profils qu'on a retenus n'étaient pas les bons ? Je pense que c'est un bon recrutement. C'est vraiment, déjà, ça part effectivement du process de recrutement, proposer des process qui soient simplifiés. C'est pas 36 000 étapes non plus. Ça peut dissuader les candidats à postuler parce que si on passe par 6 recrutements, on peut finalement se priver de talents qui... Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas les 6 entretiens que ce ne sont pas des bons profils. Et ça, moi, je suis contre cette idée de se dire, si on veut venir chez moi, c'est qu'il faut vraiment qu'ils nous prouvent que, à travers les 6 entretiens, ils en veuillent. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Et aussi, une fois que l'entretien est réussi et que le candidat est intégré, c'est lui donner envie de rester et de le fidéliser par la suite. Merci Wassila. Et c'est vrai que sur ce dernier point, faire en sorte que le candidat reste et si possible le plus longtemps possible. On a sur une nouvelle génération en tous les cas une volonté quand on rentre dans une entreprise, non pas de rentrer pour l'entreprise mais pour les missions qui sont confiées. Et c'est vrai que... Et c'est pour aussi la mission de l'entreprise. Exactement. Globalement. Exactement. Et ça demande parfois peut-être un peu d'imagination une fois que, entre guillemets, la mission confiée est terminée. C'est effectivement le challenge. Hier, l'intervenant disait ça, c'est que c'est un vrai enjeu aujourd'hui et que les recruteurs et les RH, l'entreprise globalement, réfléchissent en fait à proposer une valeur à ces candidats-là et même être partenaire business de l'entreprise. C'est-à-dire être partie prenante finalement du projet global de l'entreprise et non pas être juste une fonction support. Merci Wassila. Alors Clémence, on vient de l'entendre, Wassila a vraiment insisté sur le process simplifié, trouver les candidats là où ils sont et créer une sorte d'adhésion du candidat dans le projet global de l'entreprise. De ton point de vue, un bon recrutement, que ce soit du point de vue process ou du point de vue profil, dans le domaine de l'e-commerce, ce serait quoi ? Alors, je rejoins complètement Wassila sur le process court. C'est super important parce que j'en ai même payé les frais sur les recrutements que j'ai en cours. C'est un investissement de recruter quelqu'un. Bien et sûr. Quand au dernier entretien, on a le petit mail 2 heures avant l'entretien. Oui, je suis désolée, je me suis avancée. Je vais en rester là parce que je suis partie sur une autre entreprise. Donc bien se renseigner lors des premiers échanges sur le procès, où en est le candidat de son processus de recrutement, ça c'est hyper important. Process court, il faut adapter notre process à la typologie de profil. Ça, faut le faire comprendre aussi en interne. On ne recrute pas de la même manière une personne du retail qu'une personne en acquisition e-commerce, clairement. Et un bon recrutement,
de manière très simple, en fait, c'est quelqu'un qui est heureux d'être dans son entreprise, qui reste. Le sujet de rétention est clé, en fait, et surtout en e-commerce. Alors, je ne connais pas la durée moyenne. Le turnover, Voilà, mais je dirais 2-3 ans. Moi, je dirais 2 ans, mais je n'ai pas le chiffre précis, mais je dirais 2 ans de ce que je vois. Ça tourne, et c'est un investissement. Voilà, c'est comment fidéliser, comment capitaliser sur la personne qu'on a formée. Et alors là, je rejoins, je trouve que tu touches à un point super important. Moi, ce que je note en tout cas, qu'aujourd'hui, les motivations des candidats ne sont plus que mission. Enfin, c'est plus la mission de l'entreprise. Ce que j'entends, c'est j'ai envie de donner du sens à ce que je fais. Je veux une entreprise qui partage mes valeurs et pas du greenwashing. Oui. Je veux une équipe, je veux être bien dans mon équipe, mais de manière collective. C'est pas le management, c'est comprendre comment l'entreprise avance, comment on avance collectivement dans cette entreprise-là. Et je veux, et ça me fait tellement plaisir quand je l'entends, j'ai envie d'un poste qui me permette de grandir, de continuer à apprendre. Et ça peut faire peut-être très junior de dire ça, mais en fait, ça concerne tous les seniors, parce qu'en e-commerce, quand on n'apprend plus, c'est qu'on est au e-commerce 1.0. Quoi. Et c'est clair. Donc, et ça, ces points, aujourd'hui, comment on les rend tangibles dans un process de recrutement. Et c'est vrai qu'en face, en fait, une offre de recrutement, ça d'ailleurs, peu importe le poste, c'est 3 points, c'est entreprise, mission, profil. OK, mais ce qui intéresse les candidats, c'est aussi ce qu'on ne peut pas percevoir sur ces postes-là. Donc, je me dis qu'en tout cas, on n'a pas le modèle de recrutement vertueux. On a beaucoup de choses à faire pour faciliter ces recrutements-là, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, il y a des initiatives comme Welcome to the Jungle ou autres, mais c'est pas en faisant une séance photo avec un baby-foot au milieu de l'open space. Et un Bombers. Et le suite voilà, toute l'entreprise avec le suite, avec le nom de l'entreprise. Aujourd'hui, ça peut même faire peur, en fait, parce que c'est trop. Avec les J'ai des images qui me viennent quand tu parles de Bombers. Les lettres de l'entreprise, en gros, en mousse, à l'accueil. Voilà, ça suffit plus et on cherche de l'authenticité. Et pour moi, un bon recrutement, c'est que ça fit des deux côtés et qu'on puisse sentir aller au-delà des missions qui sont proposées. Parce que c'est comme ça qu'on garde les gens. Voilà. Alors, je vais peut-être faire une petite digression, mais est-ce que ça ne pousse pas justement les entreprises, ça n'impose pas aux entreprises de s'innover elles-mêmes constamment ? C'est notre rôle. Oui, mais ce n'est pas forcément évident pour un certain nombre d'entreprises. J'allais dire peut-être que dans l'univers de l'e-commerce, et j'allais peut-être dire des DNVB, des Digital Native Vertical Brands, c'est peut-être beaucoup plus naturel que sur des acteurs historiques qui se mettent à faire de l'e-commerce et qui ont déjà eu énormément de mal à s'y mettre et qui, en s'y mettant, restent quand même toujours sur des chasses gardées. Donc je pose cette question dans le sens où, comme tu le disais à l'instant, c'est un chemin à faire des deux côtés, mais pour notamment cette question de rétention, au bout de 2 ans, elle va proposer quoi l'entreprise ? Est-ce que cette entreprise, elle va me permettre de garder les valeurs auxquelles je crois, d'être heureux, de grandir et d'apprendre ? C'est aussi une question. Et ça implique que ce recrutement, il soit pensé à l'instant T, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans 2 ans, dans 3 ans. Le Exactement. profil, sur quoi on le fait évoluer. Et donc ça, il faut aussi que ce soit considéré au moment du choix du candidat, parce que sinon, il met son profil LinkedIn à jour et hop, les cabinets appellent et c'est la fuite des cerveaux. Et la photo. Hiring, ça c'est pour l'employeur ou les autres qui cherchent un job, etc. Exactement. Open to work. Voilà, open to work, c'est ça que je cherchais. Merci Clémence. Alors Isabelle, on vient de l'entendre, il y a cette volonté, cette problématique autour de la rétention, cette problématique autour de nouvelles valeurs que sont la valeur de l'entreprise, croire en l'équipe et puis croire en la possibilité de grandir avec l'entreprise. L'ensemble de ces éléments, est-ce que ça suffit pour, entre guillemets, envisager un bon recrutement dans l'e-commerce ? Je pense que ça suffit pas et j'ai envie de rebondir sur ce que disait Clément, sur la capacité d'apprendre à apprendre. Parce que moi, je pense que c'est vraiment ça, le driver dans un univers qui est aussi en mouvement que celui de l'e-commerce ou d'autres secteurs, comme le programmatique que tu pratiques aussi. Il y a un vrai sujet sur cette capacité d'apprentissage. Et je dirais, en termes de profil, on s'est parlé longuement du process et de la réactivité et de l'agilité qu'il fallait avoir. En termes de profil,
profils, je pense qu'il faut avoir des gens qui sont très bons avec les algorithmes, des profils qui sont entre le codeur et le chef de secteur, de façon à pouvoir animer des campagnes sur des marketplaces. Parce que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, et je pense notamment à Amazon, quand vous êtes dans une démarche d'achat de produits en ligne, dans 63% des cas, en 2000, vous démarrez cette démarche par une recherche sur Amazon. C'était 56% en 2019, c'était même pas 25% en 2014, donc il y a un vrai shift là-dessus qui se fait. Donc Amazon passe devant Google Shopping et passe devant les différentes plateformes de e-commerce et les différents sites de e-commerçants. Donc il y a un vrai enjeu aussi dans ces recrutements-là, à aller chercher des gens qui sont très bons sur Amazon, que moi j'appelle les animateurs de marketplace, et qui sont capables du coup de gérer un flux d'affaires en se disant, ce produit-là, est-ce qu'il sera mieux sur ma marketplace perso? Est-ce qu'il sera mieux sur Amazon? Est-ce qu'il sera mieux dans un magasin physique, mieux au sens plus rentable à vendre? Où est-ce que je place mes stocks et où est-ce que je fais chacune de mes ventes? Et ce qui du coup est une logique assez différente, parce qu'on passe d'une logique business to business à une vraie logique business to consumer, où on doit gérer en fait un flux de stock et des prix en fonction de ça. Donc il y a un vrai enjeu, et pour moi un bon recrutement e-commerce, c'est un candidat qui est capable d'avoir cette technicité-là et cette agilité-là. Et ça bouge tout le temps. Alors, merci, parce que tu me permets de faire une belle transition avec la troisième question, parce que tu viens de parler de technicité. On a parlé de tension, justement, au niveau des profils techniques. Peut-être pas que, mais en tout cas, on parlait des développeurs, notamment, tout à l'heure. Et d'où cette question, quelles sont les missions pour lesquelles les entreprises e-commerce ont le plus de mal à recruter? De ton observation, Wassila, tu dirais quoi? Donc, effectivement, Isabelle disait que les métiers techniques sont les plus prisés et les plus recherchés, et sur lesquels il y a une forte tension. Après, moi, de ma propre expérience, pour revenir à mon exemple du community manager, ça a été compliqué parce que, en fait, on a des candidats qui, parce qu'ils utilisent Instagram tous les jours, ils pensent qu'ils peuvent potentiellement être community manager. Donc, on reçoit un flux de candidatures qui est assez important. Il faut faire le tri. Et une fois qu'on a un candidat, être community manager, c'est vraiment avoir une personnalité. Et si la personnalité n'est pas adaptée à l'image de la marque, alors c'est compliqué de la construire. Il y a des métiers, effectivement, qui peuvent évoluer avec la formation. Un community manager, si la personnalité vraiment n'est pas adaptée à la marque, c'est compliqué de le faire évoluer. Donc moi, dans mon cas en particulier, le community manager a été un challenge pour trouver la bonne personnalité. Et tu l'as trouvé? Oui. Et elle est restée, ça fait 2 ans. Donc, ce qui est quand même assez intéressant par rapport à ce qu'on disait avant, où on parlait de valeurs, entre autres, dans l'entreprise, etc., se vérifie même opérationnellement sur un certain nombre de postes, comme celui du community manager, où il faut sentir la passion de ce community manager dans les différents relais qu'il peut faire d'un point de vue éditorial. Lui laisser la liberté de s'exprimer en tant que personne, parce que c'est ça qu'on est venu chercher, et il ne faut absolument pas le brimer. Autrement, on n'aura pas respecté le deal. Merci Wassila. Donc, dans le cadre de la mission, il y a également le fait de s'adapter à une personnalité d'un côté comme de l'autre. De ton point de vue, Clémence, sur les missions pour lesquelles les entreprises e-commerce ont le plus de mal à recruter, ce serait quoi d'après ton observation ? Alors, d'après mon observation court terme, on va dire, de ces 3 derniers mois où j'ai eu quelques recrutements et j'en ai toujours en cours, les devs, ça sera toujours un sujet. Enfin, je pense que ça l'a été hier, ça le sera demain, parce que ça évolue en permanence. Et puis, on a vu que les petits élèves français et les maths, c'était pas ça, et que ça risque pas de régler le problème dans les années qui viennent. Dans le système, ils intègrent le dev tôt. Oui, alors ça veut dire qu'il faut apprendre à lire comme on apprend à coder. Ou enfin, apprendre à coder comme on apprend à lire plutôt. Donc, on va voir ce que ça va donner dans quelques années. Mais en tous les cas, oui, au niveau des développeurs, entre autres. Voilà, donc les recruter, les conserver, c'est très difficile. Et moi, ce que je vois là, à court terme, vraiment, le poste sur lequel je vois un changement, mais transcendant, c'est le poste de gros hacker, de responsable d'acquisition, parce que c'est le poste de croissance. Et ça s'explique par... il y a eu l'effet Covid, qui a été un super accélérateur du e-commerce. Et c'est vrai qu'avant, le e-commerce était peut-être plus une option, mais une nécessité pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est vital. En fait, c'est vital. On n'a plus le choix. Et ces postes de croissance, du coup, sont recherchés par toutes les entreprises. Il faut rattraper le retard pour certains ou accélérer pour d'autres.
Et voilà, c'est difficile. J'ai une question. On a beaucoup parlé des développeurs, mais il y a également cette question des grosses hackers, donc des responsables aussi acquisition. Comment on les trouve ? Ma question est comment on les trouve, dans le sens où je ne sais pas si ça existe une école de gros hackers. On parlait tout à l'heure de personnalité. Ça se trouve que quelqu'un qui n'a pas fait une école de commerce, mais qui est passionné, entre guillemets, je dis n'importe quoi, je reprends le secteur où tu as travaillé, le secteur des objets, de la décoration, etc., et qui a même un blog sur le sujet, même en gros hacking business, parce qu'il connaît, entre guillemets, les attentes B2B, etc. Comment on arrive à déceler ce gros hacker et ce responsable, en fait, ou cette responsable acquisition? Le gros hacker est un geek qui s'est formé par lui-même. À la base, je crois qu'un gros hacker, c'est ça, c'est un geek qui fait des choses pas bien sur le web et qui arrive à détourner. Non, en soi, c'est ça. Et maintenant, c'est un peu galvaudé ce terme-là parce qu'on l'utilise pour de l'acquisition. Mais en fait, oui, c'est un état d'esprit. Et c'est vraiment, ça me fait rappeler les paroles de Catherine Barba, la grande prêtresse du web, qui datent d'il y a, je pense, 10 ou 12 ans, mais qui sont pour moi toujours vraies. Pour réussir en acquise, il faut 3 choses. Il faut de l'analytique, de la niaque et de la frugalité. Donc c'est ça, faire des grandes choses avec peu, être analytique, être data, pour pouvoir utiliser la donnée et avoir la niaque parce qu'il faut se renouveler en permanence. Donc être futé, être rusé. Et c'est vraiment cet état d'esprit-là qui est difficile enfin, c'est qu'avec l'échange qu'on peut retrouver, qu'on peut trouver ces candidats. Et donc, du coup, il faut gratter le vernis des candidatures. Donc, c'est du temps. Voilà, je trouve que c'est du temps. Et c'est de la pratique, en fait. Enfin, on a juste envie de... Parce qu'il y a responsable acquisition et responsable acquisition, concrètement. Non, mais et en fonction de la typologie de l'entreprise, les missions ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des entreprises où on est 10 pour traiter un sujet et d'autres où on est 1 pour traiter 10 sujets. Et donc ça, c'est important de sentir. Et ce poste de responsable d'acquisition, je pense qu'il est plutôt c'est un poste qui est évolutif et qui nécessite une niaque et une curiosité et d'apprendre par soi-même en permanence, en fait. Donc c'est un état d'esprit. Pour moi, c'est difficile de le recruter, celui-là. Merci Clémence. Alors, Isabelle, on vient de le voir, les missions, elles sont aussi bien techniques que, j'allais dire, business. On vient de parler du gros hacker, de l'acquisition. Et on vient de voir aussi que, au-delà de ces missions purement opérationnelles, il y a la dimension personnalité, ce qui est quand même pas forcément évident. Et on va dire que pendant très longtemps, les recrutements se faisaient surtout sur une compétence opérationnelle et pas forcément soit sur ce qu'on appelle les fameuses soft skills, par exemple, qui sont, on vient de le voir, extrêmement important et de plus en plus important, alors même qu'on est dans des métiers de plus en plus techniques, ce qu'on aurait pu croire assez antinomique. Toi, sur ce que tu peux observer sur l'ensemble du marché, les missions sur lesquelles les entreprises e-commerce ont le plus de mal à recruter, ce serait quoi ? Je vais rejoindre mes Wassila et Clémence. Ça va être effectivement le développeur au premier. J'ai quelques chiffres pour le coup pour avoir creusé un peu la question. Aujourd'hui, il y a 80 000 postes non pourvus en France dans l'économie numérique du fait d'un déficit de compétences, qui est un chiffre du Syntec. Donc c'est un énorme gâchis en fait, parce que ces postes-là sont essentiels et ne sont pas pourvus. Et effectivement, le développeur arrive en premier avec 9 500 postes ouverts non pourvus en ce moment-là, en septembre 2021, et sur des profils... Alors, j'ai pas la stat sur le gros hacking. J'ai cherché en préparant l'émission, je l'ai pas trouvé, mais je l'ai trouvé sur des profils un peu plus larges, on va dire, de responsables e-commerce, donc sur un libellé de postes, on va dire, plus large. On est à 6 700 postes non pourvus en ce moment. Donc, il y a une vraie tension qu'on est capable de quantifier. Et entre guillemets, on est à 5-6% de l'ensemble du déficit sur ce poste de l'ensemble du déficit France sur ce poste de e-commerce, et 10% qui est représenté par les devs. Donc, c'est absolument colossal. Et ça explique justement la volatilité des candidats, parce que sans forcément qu'ils aillent au plus offrant, puisqu'effectivement, ils vont au plus intéressant, ils vont à la mission, mais ça oblige à être très malin pour les recruter et au-delà de gratter le vernis, à être très agile pour les fidéliser. Les chiffres font peur.
Alors, les chiffres font peur, très bien. Il faut être très malin, très bien. Il faut du sens, très bien. Mais soyons clairs, moi, je suis en train de me poser la question, est-ce que les propositions financières, on va en parler quand même, elles sont aussi à la hauteur des attentes et de la réalité du marché? Je me dis si... c'est un peu comme, je vais prendre un exemple pour le programmatique, où on fait des enchères pour pouvoir obtenir la possibilité de diffuser sa pub. Si je veux avoir quelqu'un qui puisse rentrer dans mon entreprise et que j'ai détecté que c'était quelqu'un de très, très talentueux. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans ce domaine-là au niveau des tarifs demandés? J'en sais rien, je pose la question. Je pose la question et parce que je l'ai vécu moi-même dans ma famille, on va dire ça comme ça. J'ai un fils assez talentueux et qui, lui... avant même d'avoir 20 ans, a commencé à, on va dire, monnayer son talent de community manager pour une marque de mode. Et il se dit, mais pourquoi j'irais devenir salarié pour 3 000 € le mois? C'est un vrai sujet, parce qu'effectivement, c'est des profils, si on veut internaliser la compétence, c'est complexe, parce qu'ils gagnent mieux en freelance. Donc ça, il y a un vrai enjeu là-dessus. Je dirais pas que les salaires s'envolent comme ça peut être sur le programmatique, mais c'est vrai que comme le marché est en tension, il y a une possibilité d'inflation. 2020 a été compliqué, 2021, à mon avis, effectivement, ça va réouvrir du coup les vannes du côté salarial. Le truc, c'est que les boîtes, elles n'ont pas des masses salariales extensibles non plus. Et alors, dernière question de digression, et après on en arrivera à la dernière. Est-ce que l'une des solutions, c'est pas plutôt que d'avoir des gens intégrés dans l'entreprise, de se faire une raison et de dire, on va prendre que des gens à la mission, des freelances, maintenant, des ça devient un modèle etc. un peu plus hybride. Il y a de plus en plus de salariés qui se mettent en freelancing pour faire des missions supplémentaires, des missions qui leur parlent plus que leur gagne-pain. Voilà. Maintenant, je pense que c'est un modèle qui va fondamentalement changer. Et qui pourrait régler, parce que là, pour le coup, il y a de la concurrence entre freelance. Je pose la question de manière très innocente. C'est très français, le CDI. En Angleterre, le CDI, ils ne savent pas ce que c'est. Aux États-Unis, encore moins. Donc, c'est très français. Je pense que le Covid va faire prendre conscience à des salariés aussi de se dire, tant qu'à faire... en plus, il y a aussi des gens qui auront perdu leur emploi et qui vont devoir se réinventer. Et les jeunes, je pense que de la même manière, ils ont une appétence pour tout ce qui est location, auront une appétence pour être libres dans leur travail. Merci Wassila. Justement, on parle d'avenir un peu, et c'est notre dernière question. À l'avenir, comment on fait pour optimiser le process de recrutement et j'allais dire peut-être trouver des... Alors, je rajoute, et ce n'était pas dans notre question du départ, et potentiellement, peut-être qu'il y a des alternatives comme celle qu'on vient d'évoquer. De ton point de vue, donc Wassila, comment déjà on optimise le processus de recrutement des talents dans le secteur e-commerce? Et si on n'y arrive vraiment pas, est-ce qu'il y a des alternatives? Moi, je pense qu'on va avoir un modèle un peu hybride. J'ai suivi une émission très intéressante qui parlait de ce sujet justement et qui disait déjà il faut raccourcir le processus de départ qui est le CV. On va essayer d'éviter le CV en posant des questions déjà d'introduction pour savoir si le candidat, oui ou non, correspond à nos attentes. Et ensuite, passer à l'étape de l'entretien où on va passer plus de temps avec cette personne-là pour essayer de sentir ce qu'on disait, la personnalité, les soft skills. Mais je trouve que ce modèle n'est pas complet parce qu'il y a cette première étape. Typiquement, une question de avez-vous 10 ans d'expérience? Non, je ne les ai pas, les 10 ans d'expérience, mais peut-être que l'expérience que moi j'ai eue dans mon cadre d'activité en particulier, ce que tu disais Clémence, un responsable e-commerce dans une PME, un responsable e-commerce dans une entreprise du CAC 40, c'est deux métiers complètement différents. Donc, pour moi, c'est limité. Il y a donc cette solution. Une autre solution, et j'en parlais tout à l'heure, c'est d'aller chercher les potentiels candidats qui eux-mêmes ne le savent pas, et donc d'aller un peu faire de la prospection, mais vraiment de façon programmatique, en essayant de cibler des personas en particulier pour des métiers particuliers. Et il y a un troisième modèle que j'apprécie beaucoup, qui se fait pas beaucoup dans les PME, ETI et les grands groupes, mais que font beaucoup les startups, c'est les communautés de coopteurs, comme Community ou comme Writers Club. Et je trouve que ce modèle
a de l'avenir et que ça peut être une solution alternative parce qu'ils mettent en avant les soft skills des personnes qu'ils ont rencontrées, mais qui, pour des raisons XY, n'étaient pas adaptées au poste, mais qu'ils proposent à la communauté. Et je trouve que cette innovation est assez intéressante. Merci Wassila. Donc effectivement, cette notion de communauté de compétences potentielles que l'on va chercher et que l'on met en avant. J'ai bien aimé aussi le côté, on va vous révéler qui vous êtes et vous ne saviez peut-être pas. En gros, il y a ce côté-là. Donc c'est effectivement assez intéressant. De ton point de vue, Clémence, à l'avenir, comment on pourrait optimiser le processus de recrutement des talents dans le secteur e-commerce? Et à la limite, est-ce que si on n'y arrive pas, il y a une alternative à ça? Ça va rejoindre ce dont on parlait tout à l'heure, faire émerger ce qui n'est pas tangible aujourd'hui et qui semble avoir une importance pour les candidats. Mais d'ailleurs, que ce soit du côté, donc les valeurs de l'entreprise, comment ça se passe au sein de l'entreprise, l'ambiance, les managers, et comment le rendre tangible du côté de l'entreprise, mais aussi du côté du candidat. Enfin, moi, personnellement, quand je recherche un candidat, j'aimerais aussi avoir un LinkedIn qui soit où est le welcome to the jungle du candidat, qui permet de gratter le vernis et où on ne se retrouve pas avec une fiche de poste LinkedIn où les profils se ressemblent. Bon, message pour LinkedIn, vous pouvez améliorer vos services. Je ne sais pas, je suis multitâche ou j'aime l'athlétisme, j'ai le sens de la compétition, j'en sais rien. Une mise en avant des soft skills beaucoup plus évidente, enfin en tout cas qui soit assumée comme, je vais dire, le fait d'aimer l'athlétisme, pour reprendre ton exemple, doit être valorisé autant que le fait d'avoir, je dis n'importe quoi, savoir faire des lignes de code. J'exagère beaucoup, je suis d'accord. Pour un recruteur, mais ça peut être aussi intéressant. Quelle est la motivation de la personne? Enfin, ce qu'on cherche, c'est identifier l'état d'esprit de ce candidat et ce qui fait qu'il se lève le matin, comment il va appréhender les problèmes, la difficulté. Personnalité dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Donc c'est vraiment ça. Et puis, et quand est-ce qu'on fera un recrutement où on a le droit où on se donne le droit de venir dans l'entreprise pour la sentir, plus que le passage dans le couloir pour aller dans la salle de l'entretien. Non mais voilà, on se dit, on passe une demi-journée, une journée, et c'est bon pour le candidat, c'est bon pour l'entreprise aussi, c'est plus sûr et c'est plus authentique. Voilà. Et c'est peut-être plus fidélisant. On ne bouge pas pour 1 ou 2 ans, on bouge pour plus parce qu'on sait qu'on va bien s'y sentir. Merci Clémence. La dernière réponse sera la tienne, Isabelle, à cette fameuse question, à cette dernière question qui est à l'avenir. Comment on optimise le processus de recrutement des talents dans le secteur e-commerce? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on peut aussi aller fabriquer les profils. C'est-à-dire qu'il y a des solutions, notamment via Open Classrooms, mais il y a d'autres boîtes qui font ça, qui proposent en fait de former des promotions de gens sur des métiers en tension, que ce soit gros hacker, que ce soit data scientist, et qui, entre guillemets, livrent au bout de 12 ou 18 mois au marché ou à des entreprises qui souhaitent fonctionner comme ça, des profils qui sont immédiatement employables. Donc ça peut être une très bonne solution et ça permet entre guillemets de remettre dans l'emploi des gens qui ont tout un tas de compétences, qui ont pour certains de l'expérience et les bonnes soft skills de savoir-être et que du coup on reforme sur ces compétences techniques. Donc ça peut être une astuce à laquelle moi je crois un peu plus qu'au freelancing, parce que le freelancing entre guillemets c'est une solution de dépannage. C'est vrai qu'aujourd'hui on a 90% de CDI en France, c'est pas dans la culture de notre pays malheureusement, alors que plus d'un tiers des salariés, plus d'un tiers des gens qui travaillent aux États-Unis justement ne sont pas salariés. Le truc, c'est que si on passe par des freelances pour des choses aussi importantes, par exemple que le gros hacking, on se met aussi en danger en tant que e-commerce parce qu'on est hyper dépendant de son free. Si le free veut prendre une autre mission ailleurs, mieux payée, du coup, on se retrouve pas très bien. Donc il y a ce risque-là qu'il faut aussi manager et je pense que c'est important de garder des compétences qui sont vraiment cœur de business en interne. Merci Isabelle. Alors tu vas garder la parole parce que tu as évoqué le fait de fabriquer des profils et tu as, j'allais dire, œuvré via un premier bouquin qui tu as présenté d'ailleurs en avant-première il y a quelques années maintenant. Okay. Ça fait plus de 2 ans maintenant. Voilà, déjà, qui s'intitulait Les métiers du futur. Et qui est aujourd'hui même devenu un podcast, je crois. Oui, qui est devenu un podcast publié chez First et qui a très bien marché, qui continue à très bien marcher. Et j'ai un deuxième bouquin qui sort... Que l'on voit à l'écran à l'instant. Je suis hyper émue parce que c'est la première fois que je le vois à l'écran, qui sort le 14 septembre donc, dans quelques jours, aux éditions Atland, qui s'appelle Emploi 4.0 et qui, là encore, est un voyage en fait sur ce que l'IA et ce que le digital peut changer au métier, au travail, à la gouvernance d'entreprise.
J'ai interrogé une trentaine de personnes et imaginé, là encore, 10 fiches métiers, dont celui d'animateur de marketplace dont on a parlé à ce micro aujourd'hui, puisque l'idée, c'est de donner des clés aux dirigeants d'entreprise, aux managers et aux collaborateurs sur comment est-ce qu'on peut aller chercher dans ce monde post-Covid un maximum de croissance grâce à l'intelligence artificielle et grâce à ces nouveaux métiers. Donc j'ai hâte et je suis ravie de le présenter à tout le monde aujourd'hui. Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau lancer ton nouveau livre. Je rappelle le titre, Emploi 4.0, quel métier pour réussir la transformation technologique, préfacé par Fleur Pellerin. Par Fleur Pellerin. Qui est l'ancienne secrétaire d'État, j'allais dire à l'innovation, je ne sais pas si c'était le titre exact. Elle a été secrétaire d'État au numérique et ensuite ministre de la Culture. Exactement, aujourd'hui, elle dirige un fonds d'investissement justement qui investit dans des startups en Europe et en Asie. Merci Isabelle, en tout cas, de nous avoir présenté ton livre, mais au-delà du livre, de nous avoir fait part de ton point de vue sur cette difficulté ou pas de recruter des talents dans l'e-commerce. Merci Clémence, j'ai été ravi de faire ta connaissance. Et merci Wassila d'être à nouveau venue sur le plateau de The E-Commerce Society. Et j'espère vous y retrouver bientôt, qui sait. À bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour du recrutement de talents dans l'e-commerce. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à l'ensemble des équipes d'Atis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.